Bonjour, et comme convenu, on continue ce format qui, ma foi, est plutôt cool à faire et qui consiste à réaliser un petit récap de l'actualité. Parce que c'est bien beau de parler de vieux films, mais dans les nouveautés, il y a parfois des trucs bien mine de rien. Déjà, dans un premier temps, je tiens à remercier les gens qui s'abonnent, qui commentent, qui likent les vidéos et qui les partagent. C'est grâce à vous que la chaîne commence petit à petit à prendre vie, et ça, c'est plutôt cool. Mais bon, vous n'êtes pas forcément là pour être brossé dans le sens du poil, donc commençons notre récap du mois de mars avec le film événement du début du mois, j'ai nommé Batman, ou plus précisément The Batman. Batman, je pense que tout le monde doit le connaître désormais, l'histoire d'un orphelin millionnaire qui, traumatisé par la mort de ses parents, va devenir un justicier déguisé en chauve-souris équipé de plein de gadgets, ayant pour credo de ne tuer personne. Ce qui ne l'empêche pas de cogner fort quand il pète des gueules. Et la première apparition de Batman dans le film, c'est un peu ça. Il combat un groupe de malfrats grimés à l'occasion d'Halloween, et on peut dire qu'il retient pas ses coups le Batou, voire même qu'il s'acharne un tout petit peu. Ça m'a toujours fait sourire d'ailleurs ce côté ultra bourrin de Batman qui visiblement préfère rendre les gens paraplégiques plutôt que de les tuer. Alors au premier abord, ce film me fait plutôt peur parce que déjà je n'aime pas les Batman de Christopher Nolan qui se veulent trop réalistes et trop sérieux, et qu'en voyant la bande-annonce du dernier The Batman, eh bien on semble être dans une certaine continuité de la trilogie de Nolan, voire même pire en étant encore plus réaliste et encore plus sombre. Et pour de vrai, j'aimerais bien qu'un jour un réalisateur porte ses couilles et nous ressorte un Batman fun et léger à la Batman et Robin. Parce que moi, j'ai pas grandi avec les comics de Frank Miller ou encore le Killing Joke d'Alan Moore, non. Moi, quand j'étais gosse, les Batman, c'était coloré, ça faisait bim bam boum et on se prenait pas vraiment la tête. Et mine de rien, c'est plutôt cool parce que le monde, il est quand même assez anxiogène comme ça. Autre point qui me faisait peur, c'est Matt Reeves, son réalisateur. Parce que La Planète des Singes, j'ai vraiment pas trouvé ça fou et que finalement, le seul coup d'éclat du réalisateur, c'est Cloverfield, qui a certes des défauts, mais reste un classique du film de found footage. Et puis il y a la durée aussi. 3 heures, ça promet de s'ennuyer quand même pas mal. On en a déjà eu la preuve avec Avengers Endgame. Ce qui me rassure dans ce film, par contre, c'est son casting. Parce que oui, j'adore Robert Pattinson et que je le défends contre vent et marée depuis des années. Zoé Kravitz, quant à elle, obtient enfin un peu de reconnaissance dans sa carrière. Colin Farrell en pingouin, ça a l'air dingue. Et en prime, il y a le sous-côté Paul Dano pour jouer le méchant. Et une fois le film lancé, on se rend compte qu'il y a aussi John Turturro, un des acteurs récurrents chez les frères Coen dans les années 90, et qui tient notamment le rôle principal dans Barton Fink. Plus étonnamment, on a Andy Serkis, notre Gollum préféré, qui joue ici le rôle d'Alfred. Bref, un casting que je trouve vraiment pas dégueulasse. Mais qu'en est-il du film ? Pour faire simple, je vais dire que c'est pas dégueulasse, mais que bon, c'est pas fou non plus. C'est moyen, quoi. Allez, moyen plus, on va dire. Pour rentrer dans les détails, je vais probablement en spoiler, donc bon, je considère que vous êtes prévenus. Batman, pour moi, ça débute plutôt bien. Le début du film instaure une atmosphère intéressante. On filme Gotham qui retrouve une âme, ce qu'on n'avait pas vu selon moi depuis Batman le défi, c'est pour dire. Donc oui, on a de beaux plans bien léchés pour mettre en avant les décors avec un bon travail sur la lumière et surtout sur les ombres. Parce que oui, Batman c'est quand même le justicier qui sort de l'ombre pour péter des gueules. Ce qu'il ne va pas manquer de faire dans une première baston qui va s'avérer plutôt efficace. On est dans ce début de film dans un cadre qui n'est pas loin de me rappeler l'univers de la trilogie de jeux vidéo Arkham, ce qui est loin d'être négatif. Donc voilà, on a une super esthétique, on a des super plans, et faut bien admettre qu'à ce stade, le film est assez envoûtant. Sauf que bon, quand on commence à réfléchir un peu sur le fond plutôt que sur la forme, c'est là que le bas blesse. En fait, le film a beau durer 3 heures, j'ai eu l'impression qu'il ne fait que survoler les choses. Les personnages sont totalement sous-exploités, que ce soit le pingouin qui a dû avoir plus d'heures de maquillage que de présence sur le plateau de tournage, Alfred qui est là pour 5 minutes de bluff scénaristique, et Catwoman qui va dérouler gentiment l'intrigue du film en évitant d'être autant sexualisée que d'habitude, ce qui est cool, mais qui malgré tout n'échappera pas à la traditionnelle scène du baiser avec Batman, ce qui est moins cool. Batman, quant à lui, ne sort jamais de son rôle de justicier, si bien qu'on ne le voit que très rarement en Bruce Wayne, ce qui ne permet pas d'approfondir selon moi le personnage plus que ça, et même si ce Batman a un côté très humain et très faillible qui nous choque un peu en tant que spectateur vu qu'on n'y est pas vraiment habitué, il n'est quand même pendant une bonne partie du film qu'un bloc monolithique
politique noire quasi mutique qui permet d'obtenir des super plans esthétiques, certes, mais ne laisse pas Robert Pattinson pouvoir jouer son meilleur niveau. Quant à The Riddler, même si Paul Dano fait une excellente performance, eh bien faut admettre que son plan est tout de même pauvre. Les énigmes sont pas bien compliquées et la quête de vengeance un peu simple vu qu'il ne s'agit au final que d'un comptable qui est pas très content de la corruption. Et puis cette idée de cacher son ultime plan sous la moquette, c'est pas terrible non plus. Le plan est d'ailleurs un peu tiré par les cheveux et consiste à faire péter les digues qui protègent Gotham afin d'inonder la ville. Ça aurait pu être sympa si à un moment donné dans le film, quelqu'un aurait évoqué ces digues, mais là, faut bien admettre que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Pareil pour les Gus qui arrivent déguisés en Riddler et se mettent à tirer sur tout le monde, tout simplement parce que le vrai Riddler leur a montré une vidéo sur un chat privé. C'est un peu simple à mes yeux tout ça, surtout que nombre de critiques ont comparé The Batman au film de David Fincher que sont Zodiac et Seven. Mais franchement, ces derniers films ont un impact parce qu'ils sont bien écrits, alors que pour Batman, c'est triste à dire, mais il n'a que très peu d'impact. Pour preuve, il m'a fallu beaucoup de temps pour me souvenir du film, alors que je l'ai vu il y a vraiment pas longtemps. Je me souviens de certains plans qui m'ont marqué, comme cette scène de bagarre dans le noir le plus total qui ne sera percée que par les flashs de lumière dus aux détonations des armes à feu et des balles ricochant sur l'armure de Batman. C'était stylé, ça avait de la gueule, et on ne peut pas nier que les images sont belles, mais toutes ces images s'enchaînent d'une manière assez mécanique sans créer au final la moindre surprise. Et un autre problème qui m'a gêné, c'est que tous les personnages semblent interchangeables dans ce film. On peut par exemple prendre le scénario de base et remplacer Batman par Bruce Willis, qui est un flic suspendu de ses fonctions, mais qui se retrouve soudainement impliqué dans une dernière enquête où il doit résoudre des énigmes pour éviter qu'une bombe n'explose. En gros, le problème, c'est qu'en fait, Catwoman, c'est Catwoman parce qu'elle porte du cuir, un masque, et qu'elle est constamment entourée par des chats, ou que le pingouin n'est le pingouin que parce qu'on nous le rabâche tout le long du film. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire et où je veux en venir, mais globalement, les personnages sont à l'image du film stylé, mais pas du tout approfondi. Bon, je réalise que je parle depuis un certain temps de Batman quand même, et que j'ai pas forcément été tendre avec le film, mais j'ai quand même passé un bon moment en le regardant, et sur les 3 heures, à part 1 heure de ventre mou un peu chiant, le temps passe plutôt vite. Dommage qu'il manque un bon scénario à la hauteur des images du film, quoi. Puisqu'on a évoqué Zoé Kravitz précédemment, autant continuer avec elle et parler du film Kimi où elle tient le rôle principal. Kimi, c'est un film de Steven Soderbergh, et ça m'a fait plutôt bizarre d'entendre ce nom que je n'avais pas entendu depuis la sortie de Contagion en 2011. Vous savez, ce film avec Matt Damon, Kate Winslet et Marion Cotillard que tout le monde a revu pendant le confinement. Je me suis donc posé la question de savoir si Kimi signait le retour de ce réalisateur phare du début des années 2000 avec des films comme Ocean's Eleven et ses suites, Erin Brockovich ou encore Solaris. Eh bien, la réponse est non, parce que le bougre n'a jamais été absent des écrans de cinéma, ayant même sorti pratiquement un film par an depuis cette année 2011. C'est juste que je suis complètement passé à côté de son travail. Et Kimi, au final, c'est pas dégueulasse. Soderbergh, dans ce film, se confronte avec ironie à notre société actuelle où le Covid-19 et la technologie ont un rôle important. On reprend ici le concept de blowout de De Palma, ou plutôt de fenêtre sur cour de Hitchcock. Angela, jouée par Zoé Kravitz, travaille pour l'entreprise qui a créé Kimi, une sorte d'Alexa plus perfectionnée. Un assistant personnel intelligent, donc, qui réagit à nos commandes vocales. Tout ce qu'on dit est enregistré, et le boulot d'Angela, c'est de corriger toutes les informations que Kimi n'a pas compris. Mais en écoutant un de ces nombreux enregistrements audio, Angela entend ce qui ressemble ni plus ni moins à une agression. Elle va donc mener sa petite enquête qui ne sera pas sans risque. Voilà, c'est un film qui n'est pas forcément époustouflant, mais qui reste très agréable à regarder. Surtout pour sa première partie qui se joue en huis clos et nous offre une belle prestation de Zoé Kravitz en agoraphobe névrosée aux cheveux bleus. Ça, c'était pour début mars, et faut noter aussi que sur cette période, Arte a fait un cycle vampire pour fêter le centenaire du Nosferatu de Murnau. L'occasion donc de revoir gratuitement ce classique de l'histoire du cinéma, mais aussi d'autres films comme La Comtesse de Julie Delpy, Norway sans vampire pour Hitler, ou encore Dracula au Pakistan. Des films qu'on n'a pas l'occasion de voir tous les jours. C'est gratuit et c'est bien entendu disponible sur arte.tv.
On notera aussi pour les fans de Tarantino qu'il y a le très jouissif Boulevard de la Mort qui est aussi disponible gratuitement sur cette plateforme. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé aussi, mais à un moment donné, j'ai eu l'impression qu'en à peine une semaine, il y a eu plein de projets pour des suites de vieux films. Ainsi, on a entendu parler de Alien 7. Et c'est un projet qui a l'air plutôt solide, puisqu'on connaît déjà le réalisateur, Fede Alvarez, à qui l'on doit le remake de Evil Dead ou Don't Breathe, mais qui a aussi, et là c'est plus problématique, écrit le dernier scénario de Massacre à la tronçonneuse. On sait aussi que ce film n'aura vraisemblablement aucun lien avec les précédents épisodes de la saga, et on sait même que ce film ne sortira peut-être pas en salle, puisqu'il est prévu qu'il sorte sur la plateforme Hulu, que l'on retrouve chez nous sur Disney+. Notons aussi qu'il y aura une série Alien qui est espérée sur la chaîne FX pour 2023. Affaire à suivre. On a aussi beaucoup parlé de Je suis une légende 2 qui devrait réunir Will Smith et Michael B. Jordan. Apparemment c'est Warner qui aurait commandé ce film, mais j'en sais vraiment pas plus. Quoi qu'il en soit, avant cette suite, on devrait revoir Michael B. Jordan dans Creed 3 et Will Smith dans Bad Boys 4 et Bright 2. Si la carrière de Will Smith ne pâtit pas de son excès de colère aux Oscars, bien entendu. On reviendra sur ce sujet un peu plus loin d'ailleurs. Parmi toutes ces suites, le projet le plus what the fuck est celui de Titanic 2, ou plutôt Titanic 666. Il s'agira d'un film parodique qui suivra les passagers du Titanic 3 se rendant sur les lieux de l'accident 110 ans après le naufrage et qui devront faire face à des phénomènes paranormaux. Est-ce que ce ne serait pas par hasard un pur nanar bien coolos en perspective ? Eh bien, je l'espère. Et Die Hard 6 a été une nouvelle fois évoqué, et pourtant il y a très peu de chances que ce projet aboutisse un jour. En effet, il y aurait dû y avoir un Die Hard 6 qui consistait à un passage de flambeau entre John McClane et un autre protagoniste, sauf que le projet a été annulé en mars 2019 lorsque la Fox a été rachetée par Disney. Depuis, à part des rumeurs, il n'y a rien du tout. Une chose est sûre, c'est qu'on a quand même peu de chances de revoir Bruce Willis dans son rôle culte, puisque la famille de l'acteur a annoncé ce mercredi que l'acteur mettait un terme à sa carrière, souffrant en effet d'aphasie, un problème neurologique entraînant des troubles du langage. John McClane, Harry Stamper, Butch Coolidge ou encore Corbin Dallas, autant de rôles qui ont marqué l'histoire du cinéma. En bref, on a eu aussi la bande-annonce du film En même temps, le prochain de Lépine et Kervern, qui sort le 6 avril et qui réunira Vincent McCain et Jonathan Cohen, un duo prometteur à la réalisation, un duo prometteur au casting, j'ai très hâte de voir ça. Après, j'ai loupé beaucoup de choses pendant le mois de mars parce que j'étais en vacances au soleil. Il me reste des films à rattraper comme Deepwater, un thriller érotique de Adrian Lyne, le réalisateur de Liaison fatale notamment, et qui réunit ici Ben Affleck et Anna de Armas. Sur le papier, ça sonne canon, mais il paraît que malheureusement le film ne tient pas ses promesses. Je verrai bien ça en temps voulu. Pour ceux que ça intéresse quand même, c'est sur Prime Video. Il y a aussi le dernier Pixar, Alerte Rouge, disponible sur Disney+, qui me donnait pas trop envie au début en jugeant exclusivement les dessins, mais les critiques sont globalement très bonnes et comme c'est du Pixar, il y a de grandes chances que ce soit vraiment cool. Et il faut que je rattrape aussi Adam à travers le temps, qui est quant à lui sur Netflix. C'est un film qui a l'air assez émouvant, mine de rien, bien qu'apparemment assez formaté pour être un bon petit produit Netflix. Mais son casting réunissant Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner et Zoé Saldana donne tout de même envie. Voilà, ça c'était pour les films sortis ce mois-ci que je dois rattraper un jour ou l'autre. Et en parlant de rattrapage, j'ai d'ailleurs pu voir quelques films dans l'avion que j'avais loupé ces derniers mois. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que mon vol a été assez pénible. J'ai d'abord rattrapé West Side Story, sorti fin 2021 et réalisé par le grand Steven Spielberg. Et mon Dieu, quelle déception! Le film débutait bien sur sa séquence d'ouverture avec de beaux mouvements de caméra, un bon rythme et tout ça. Mais au bout de 20 minutes de film, je me suis rendu compte que ce remake n'apporte strictement rien vis-à-vis de l'original. Alors oui, Steven se fait probablement un très gros kiff, mais moi, ça m'a saoulé. Les musiques sont les mêmes, les thématiques sont les mêmes, même les dialogues et surtout la période n'ont pas été modifiés. Pourtant, remettre le film au goût du jour, ça aurait pu être une bonne idée. Ou peut-être que c'était sacrilège pour Spielberg de toucher au scénario de base.
Quoi qu'il en soit, tout ce qu'il a réussi à faire à mes yeux, c'est de refaire West Side Story quasiment à l'identique, à la particularité près que le rendu est beaucoup plus lisse, beaucoup trop propre et au final beaucoup trop fade. J'ai vu aussi Come On, traduit en français par Nos âmes d'enfants avec Joaquin Phoenix, est sorti chez nous fin janvier. C'était chiant, c'était prétentieux, c'était pénible, je ne comprends pas l'utilisation du noir et blanc à part pour se donner un style, ça parle longuement pour dire d'ennuyantes platitudes, bref c'est un véritable film de gens chiants pour les gens chiants qui se prennent la tête pour rien au lieu d'apprendre à vivre. Bon par contre Joaquin Phoenix joue bien malgré sa voix traînante qui commence à m'agacer un tout petit peu. Gaby Hoffmann est cool elle aussi, et le gamin Woody Norman brille vraiment de naturel, bravo à lui. Je passe très rapidement sur les Razzie Awards, qui récompensent les mauvais films de l'année, parce que je ne verrai très probablement jamais les films qui ont obtenu le plus de récompenses, à savoir Diana, une comédie musicale sur Lady Di, et Space Jam 2. Et puis je trouve que donner le prix à Jared Leto pour son second rôle dans House of Gucci, c'est pas vraiment représentatif. Moi j'ai trouvé sa performance très appréciable, et je pense que ce que les gens reprochent à sa prestation tient davantage de la manière dont le personnage est écrit que de l'interprétation de l'acteur en soi. Mais bon, ce n'est que mon avis. Quant aux Oscars, eh bien je venais tout juste de débarquer de l'avion, donc j'avais vraiment, mais alors vraiment pas envie de regarder la cérémonie. Donc voilà, comme tout le monde, j'ai ensuite regardé le palmarès, et j'ai été surpris de voir Coda sacré meilleur film, meilleur acteur dans un second rôle, et meilleur scénario adapté. Je n'avais pas du tout, mais alors pas du tout entendu parler de ce film, qui est un remake de la famille Bélier, et par curiosité, eh ben, j'ai bien envie de voir le résultat, et ce, même si je n'ai pas aimé l'original. Sinon, Dune remporte 6 récompenses, meilleur décor, meilleure photographie, meilleur montage, meilleur son, meilleur effet visuel et meilleure musique de film. Aucune surprise à ce niveau donc, mais par contre, grosse surprise pour The Power of the Dog, qui était un peu le favori de la compétition avec 12 nominations et qui repart finalement avec qu'un seul prix, mais pas des moindres puisqu'il s'agit de la meilleure réalisation qui est attribuée à Jane Campion. Mais bien entendu, le clou du spectacle c'était Will Smith, pas parce qu'il a obtenu l'Oscar du meilleur acteur pour la première fois de sa carrière, mais plutôt parce qu'il a foutu une bonne grosse claque à Chris Rock qui a fait une blague de mauvais goût à l'encontre de la femme de Will Smith. Et cette baffe est devenue de suite un mème internet et une nouvelle référence pop que l'on va pas manquer de voir et revoir pendant un certain temps. C'est dommage que cet acte de violence bien masculine éclipse une soirée qui était initialement conçue pour mettre en avant la jante féminine. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et comme chaque mois, eh bien, des gens meurent. Et le mois de mars n'a pas dérogé à la règle. On commence avec le décès de William Hurt. William Hurt, à mes yeux, c'est quand même une figure discrète du cinéma hollywoodien que l'on voyait davantage en second rôle. Je me souviens d'ailleurs plutôt bien des 8 minutes bien bourrines où il apparaît dans A History of Violence, ce qui lui a suffi pour obtenir une nomination aux Oscars. C'est plus globalement sa prestation dans Le baiser de la femme araignée en 1985 qui lui a valu la reconnaissance du public et l'Oscar du meilleur acteur. Film que je n'ai pas vu d'ailleurs, mais qui donne envie parce que son titre, en vrai, il est vraiment pas mal. On se consolera en revoyant une énième fois Dark City, ce classique de la science-fiction un peu trop oublié à mon goût. On a aussi perdu 2 de nos comédiens de doublage. Le premier, Dominique Paturel, était la voix entre autres de Michael Caine, de Terence Hill, mais c'était surtout Robin des Bois dans l'adaptation Disney et le méchant J.R. dans Dallas. On se consolera en revoyant Y a-t-il un flic dans l'avion, où il prête sa voix à Leslie Nielsen. Et finalement, second doubleur à trépasser ce mois-ci, c'est Jean-Louis Faure, la voix française de Bryan Cranston dans Malcolm et Breaking Bad notamment. Et pour revenir à The Batman, c'était aussi lui qui doublait le commissaire Gordon. Une voix qui va très probablement manquer à beaucoup de fans. On se consolera en regardant la dernière version de l'impossible Monsieur Bébé, où il double le merveilleux Cary Grant. Et on termine ce récap du mois de mars avec Morbius. Comme qui dirait, je ne m'attendais à rien, mais je suis tout de même déçu. Pourtant, Morbius dans les comics, c'est un personnage que j'aime bien. À l'instar de Venom ou du Punisher, c'est un anti-héros excellent qui brouille la frontière entre bien et mal.
Bon, évidemment, ça ne va pas se ressentir du tout dans le film, parce que Morbius, c'est un peu un film de héros à l'ancienne. Et quand je dis à l'ancienne, je parle des années 2000. Donc ça commence à dater, ce qui fait que le film est vraiment dépassé. Ça débute avec la genèse pénible du personnage, ça continue avec son apprentissage pour maîtriser ses pouvoirs et la révélation de son antagoniste principal, et ça se termine avec le combat final et la résolution en mode happy end. Évidemment, il faut rajouter à cela une romance qui sort d'un peu de nulle part et n'a pas vraiment de raison d'être, un peu de drame quand on croit qu'un personnage va mourir mais qu'en fait non, et puis un duo insupportable en la présence des deux policiers enquêtant sur le docteur Morbius. Un cahier des charges très conventionnel donc, et qui est respecté point par point. Ça pourrait éventuellement passer si en prime on n'avait pas des effets spéciaux aussi moches, des dialogues bas de plafond et des scènes d'action tellement inutiles que le duel final ne va pas durer plus de 5 minutes. Ah oui, et on a aussi des personnages dont on ne s'attache pas, mais alors pas du tout. Et ce probablement parce qu'ils ne sont jamais mis dans leur quotidien. Jamais on ne verra Morbius chez lui à faire un truc lambda que tout le monde peut faire. Et ça, ça crée une distance, et ça vaut malheureusement pour tous les personnages. C'est dommage, ça aurait pu être un film sombre et torturé, à l'image du Morbius des comics qui est obligé de tuer pour étancher sa soif de sang. Mais là, miracle, il existe du sang artificiel aussi bleu que le sang des règles dans les publicités. À l'image de ce faux sang, tout se retrouve lissé dans ce film. On ne ressent pas la dichotomie du personnage tiraillé entre son envie de faire le bien et son besoin impérieux de boire du sang. Et tout ça, ça fait que le film n'a aucune saveur. Beaucoup de gens pensaient que Venom était la pire adaptation de comics du moment. Eh bien, préparez-vous car Morbius risque de repousser cette limite. Finalement, tout ce qu'on le retient du film, à part qu'il est moche et ringard, eh bien ce sont ces deux scènes post-génériques. D'ailleurs, j'ai l'impression que de plus en plus de films de super-héros ne sont au final que le prétexte pour une scène post-générique bien foutue qui va créer une attente et une envie chez le spectateur, alors que le film en lui-même n'a que très peu d'intérêt. Bon, dans Morbius, ça va pas créer une énorme attente non plus. Dans la première scène, on voit que le multivers instauré dans le dernier Spider-Man a aussi lieu ici dans cet univers. Ainsi, le vautour, le méchant interprété par Michael Keaton chez Marvel, se retrouve mystérieusement téléporté dans une prison. Comme on ne le connaît pas sur cette terre, eh bien on le relâche. Même si on ne comprend pas du tout la raison qu'il fait venir dans cet univers, la scène passe encore. La seconde par contre est bien ridicule. On retrouve Morbius qui se rend à un mystérieux rendez-vous au milieu de nulle part. Là, le vautour apparaît dans son costume et demande au vampire s'il veut le rejoindre pour lutter contre Spider-Man. Morbius, qui tout le long du film a fait en sorte d'être gentil, de tuer le moins possible, de ne pas boire de sang, accepte sans aucune hésitation. C'est vraiment débile et c'est vraiment à l'image de ce film qui ne présente que peu d'intérêt et ne sait même pas au final où il veut aller. Et voilà pour ce récap du mois de mars, un mois qui était au final sous le signe de la chauve-souris. Qu'est-ce que vous avez retenu de votre côté de ce mois-ci? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu si ce n'est déjà fait, bien entendu. On se retrouve donc fin avril avec un mois assez chargé où l'on pourra voir le dernier Gaspard Noé, le dernier Delépine et Kervern, mais aussi le film avec Nicolas Cage jouant son propre rôle et surtout le gros blockbuster de ce mois-ci, Les Animaux Fantastiques. Salut!